Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette émission et comme tous les mardis, on s'intéresse au placement passion dans Smart Patrimoine. Aujourd'hui, ce sont les spiritueux qui vont retenir notre attention. Comme le vin, ils ont longtemps été achetés dans le but exclusif d'être consommés. Les spiritueux sont aujourd'hui devenus des produits d'investissement à part entière et leur marché a fait preuve, il faut le dire, d'une dynamique plutôt exceptionnelle en 2021. Les ventes aux enchères notamment ont explosé. 17 936 € pour une bouteille de whisky vendue sur Fine Spirit Auction. On fera le point avec notre invité sur ce qu'il faut savoir avant de se lancer. Et puis, dans Enjeu patrimoine, on se posera la question, location touristique ou location longue durée, comment arbitrer deux périodes de location, deux résultats. Louer sur une courte ou sur une longue durée ne vous offrira pas la même tranquillité et ne demandera pas le même effort. Alors, quelle formule choisir? On passera en revue les avantages et les inconvénients de ces deux options de location. J'ai tout dit, Smart Patrimoine, c'est parti. Dans Patrimoine Passion, ce mardi, on investit dans les spiritueux. Très belle année pour le marché et très belle première année pour Fine Spirit Auction, qui s'impose comme la première maison d'enchères française dédiée aux spiritueux. 7 ventes, 1,7 million d'adjudications, on verra ça avec notre invité. Plus de 3000 bouteilles vendues. Décryptage donc du marché et des grandes tendances avec un des principaux auteurs du dernier baromètre, d'ailleurs, des ventes aux enchères. Étienne de la Mort-Sanglière nous accompagne, responsable de la vente des raretés à la Maison du Whisky et du site donc des ventes aux enchères Fine Spirit Auction, je crois que je l'ai bien dit. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui, Étienne. Est-ce qu'il manquait d'acteurs français de la vente aux enchères de spiritueux? Pour quelles raisons Fine Spirit Auction s'est-il créé? Effectivement, il n'y avait pas d'acteurs dédiés. En fait, aujourd'hui, les maisons traditionnelles faisaient 1 à 2 ventes de vin dans lesquelles s'intégraient les spiritueux. Et à la fois Ideal Wine d'un côté et la Maison du Whisky de l'autre a vu une réelle opportunité de se lancer, ou du moins un réel manque sur le marché. Ideal Wine qui faisait face à de plus en plus de soumissions et du coup un besoin d'expertise de ces bouteilles, qu'elles soient sur l'estimation ou sur le fait que ce soit une vraie bouteille ou une contrefaçon, ça existe. Et la Maison du Whisky avait de plus en plus de demandes de ses clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, pour vendre des bouteilles, et donc du coup un besoin d'aller sur ce marché et un besoin d'expertise sur le marché des enchères. On savait en fait que la France, en tant que consommatrice, est une énorme consommatrice de spiritueux, que ce soit sur le whisky où on est premier consommateur des single malt au monde, mais aussi sur le cognac qu'on produit, l'armagnac, la chartreuse, on y reviendra au cours de l'interview. On va parler évidemment, puisque nous aussi on produit nos spiritueux, on en parlera. L'investissement aujourd'hui dans les spiritueux, c'est dans les maisons de vente aux enchères que ça se passe? Alors ça peut être dans les maisons de vente aux enchères, ça peut être directement chez les retailers, comme les cavistes, comme chez nous à la Maison du Whisky. Donc chacun y trouve un petit peu son compte. Les maisons de vente aux enchères permettent à des gens d'acheter au prix marché au lieu d'acheter au prix marchand. Donc c'est souvent d'aller saisir soit la bonne opportunité sur une bouteille qui est assez courante, soit d'aller trouver une rareté qui n'existe nulle part ailleurs. Vous parliez d'une demande qui augmente. Comment le marché il a évolué ces 2 dernières années ou cette dernière année, si vous voulez faire le bilan de 2021 par exemple? On peut parler d'une demande qui explose? En fait, on a une demande qui explose en permanence et une offre qui s'amenuise. Aujourd'hui, l'offre est pléthorique, mais on va toujours aller chercher cette rareté de la distillerie qui a disparu et du coup dont les embouteillages deviennent, mathématiquement parlant, de plus en plus rares. Et donc, on va aller chercher ces raretés et la vente aux enchères permet d'avoir accès à ces bouteilles qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, en fait, on fait face à quelque chose qui est assez hallucinant, c'est la recherche d'actifs réels et le spiritueux qui s'impose en tant que réel actif réel. Ça, c'est parce que le Covid est passé par là? Le Covid a fait que, du moins on le suppose, on n'est pas financier, mais c'est comme ça qu'on l'interprète. Les restrictions ont fait qu'il y a une augmentation de l'épargne et donc la recherche d'actifs réels. Et on a le choix entre, vous le direz tout à l'heure, l'immobilier, l'art, le vin avec donc Ideal Wine qui est déjà passé sur le plateau, et les spiritueux qui au final se trouvent être un formidable actif réel puisque beaucoup plus facile à conserver que le vin. Il suffit d'avoir une bouteille debout dans un placard à l'abri de la lumière et on n'a pas cet effet de millésime ou de météo. Donc il y a, entre guillemets, moins de risques de conservation. C'est un marché de passionnés aussi, comme pour le vin?
Bien sûr, Ouais. c'est un marché de passionnés. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on observe, notamment en 2021 sur le marché des enchères, qu'on va vendre de plus en plus de bouteilles qui sont nouvelles, qui sont dites d'après 2000. On n'est plus dans les bouteilles des années 80. Donc c'est un marché de passionnés, mais avec des amateurs qui arrivent sur le marché, enfin qui deviennent amateurs. Et donc du coup, une demande qui est de plus en plus conséquente en termes de nombre de passionnés, d'amateurs. Étienne de la Morsanguière, expliquez-nous pour quelle utilisation ils investissent, ces investisseurs, dans les bouteilles de spiritueux, pour la boire, pour la revendre quelques années après. Voilà, comment ça se passe? Pourquoi on investit là-dedans? À la différence de l'immobilier, on ne peut pas à la fois profiter de la bouteille, du moins à part si on ne fait que la regarder, et investir et la revendre. Nous, on fait face à tout type d'amateurs. Ouais. Justement, les petits amateurs, on ne vend pas que des bouteilles à 17 000 euros comme Ça, vous c'était l'avez le dit. record. Exactement. Enfin, le record est maintenant près de 35 000 euros pour un japonais de 35 ans d'âge, mais notre prix moyen est à 549 euros. Donc si D'accord. vous faites le calcul, vous voyez qu'on vend aussi beaucoup de bouteilles accessibles, et en fait, les enchères, donc on a des gens qui investissent pour les boire, puisque ça leur permet d'aller trouver un blend des années 80 complètement introuvable à 50 euros. Donc ça permet de l'en boire. Ensuite, pour les bouteilles qui sont un peu plus chères, donc on a toujours les deux. On a des professionnels qui investissent pour les avoir dans leur bar, parce que c'est des bouteilles qui vont pouvoir servir, et on a des professionnels des professionnels comme des particuliers qui investissent pour les revendre, bien sûr. Quels alcools aujourd'hui s'arrachent les investisseurs? Vous parliez donc de bouteilles plus nouvelles, en tout cas après 2000, sur l'alcool. Exactement. Alors sur la catégorie, si on part de la catégorie, aujourd'hui, donc le whisky représente 80% des ventes de Fine Spirit Auction. Le whisky écossais restant leader avec 55% de la part en volume. Les 17 000, l'exemple que j'ai donné, c'était un whisky On y vient, c'est un whisky japonais. 16% des ventes en volume, mais 36% des ventes aux valeurs. Donc c'est vraiment une catégorie qui talonne le whisky écossais et qui arrive en flèche, qui potentiellement demain pourrait le rattraper en valeur, j'entends. On a aussi donc des gens qui investissent sur le rhum. Le rhum est la deuxième catégorie après le whisky. Et enfin, c'est une catégorie qui est en pleine croissance, puisque le whisky a déjà formidablement augmenté en prix, et le rhum arrive derrière le whisky avec une croissance qui est décomplexée, puisque l'amateur de rhum sait déjà ce qui s'est passé sur le whisky et arrive à se projeter sur sa propre catégorie, et en fait on a une croissance qui est bien supérieure. Ensuite, on a des catégories qui sont typiquement françaises, sur lesquelles Fine Spirit Auction a une vraie légitimité. Le rhum sur le rhum agricole, et le cognac, l'armagnac ou la chartreuse, qui est un petit peu la surprise aussi en 2021. Et donc qui représente une part bien inférieure. Bien sûr. Bien inférieure, mais en pleine croissance et avec un gros potentiel, puisqu'aujourd'hui, une chartreuse, ou je prends l'exemple d'un cognac ou un armagnac, on peut encore acheter un cognac ou un armagnac de 1870, donc pré-phylloxérique, aux alentours de 1 000 euros. Alors que si vous essayez de faire la même chose sur le whisky, bon courage, ce ne sera pas exactement la même chose. Mais donc on peut supposer que si les amateurs viennent pour consommer ou viennent pour investir sur du long terme, ils vont se tourner de plus en plus vers ces catégories-là, qui sont le cognac et l'armagnac. Aujourd'hui, c'est 4%. Demain, qui sait, ce sera 6, 10. On sait qu'on a de la marge. Donc prix moyen, vous le disiez, 549 euros. 549 euros. On peut arriver avec une enveloppe de 500 euros et trouver une très bonne bouteille. On peut arriver avec une enveloppe de 50 euros et trouver 2 très bonnes bouteilles. On a ce qu'on appelle les long tails sur les ventes, donc c'est pas mal de bouteilles qui sont dans les tiroirs des Français. En tant que consommateur de whisky, donc on a beaucoup de bouteilles, parfois des trésors cachés, donc les gens viennent avec des demandes d'estimation et ne comprennent pas pourquoi on vient et qu'on leur dit cette bouteille vaut 2 000 euros. Mais à côté de ça, on a aussi des moins bonnes surprises avec des bouteilles qui valent 20 euros. Donc on peut s'amuser avec tout budget sur Fine Spirit Auction. Donc vous disiez que les spiritueux étaient moins sensibles aux conditions météorologiques, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En gros, à quoi faut être attentif au moment d'investir dans les spiritueux? Qu'est-ce qu'on regarde comme pour le vin? Le territoire, l'exploitant producteur, l'année, voilà, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut savoir qu'un whisky ne prend de l'âge qu'en fût. Donc aujourd'hui, si vous regardez l'année, attention à l'année de distillation bien sûr, mais aussi attention à l'année d'embouteillage. Un whisky qui avait 20 ans dans les années 80, donc qui a été embouteillé dans les années 80, distillé dans les années 60, a toujours 20 ans aujourd'hui. Même s'il y a une micro-oxygénation en bouteille, entre guillemets, le whisky est assez figé dans la bouteille. Donc il faut regarder l'âge, mais l'âge de vieillissement en barrique. Après, vous pouvez regarder le type de fût. Je prends l'exemple du whisky, mais on peut regarder tout autre type d'alcool. Vous avez des fûts de Porto, des fûts de Jerez, des fûts de vin, des fûts de Bourbon pour la plupart. Donc vous pouvez regarder ça. Vous pouvez regarder aussi le degré d'alcool. Aujourd'hui, un whisky sort du fût à environ 60 degrés. Enfin, c'est une grosse barrière, mais 60 degrés, et vous pouvez ou non le réduire à l'eau. Donc vous avez des embouteillages réduits à 40 degrés, comme ce qu'on trouve la plupart du temps, mais vous avez aussi des embouteillages bruts de fût à 60 degrés.
Vous pouvez regarder si c'est une édition limitée ou non. On peut embouteiller un single cask, c'est-à-dire qu'on embouteille un seul fût pour lui-même, ou on peut embouteiller un whisky 12 ans d'âge qui est le générique de la distillerie et qui reviendra à chaque fois. Il y a il y a une grosse partie de petites informations à checker. Et vous avez aussi donc des contrefaçons, donc il faut faire attention. C'est pour ça que Fine Spirit Auction a toute sa raison d'être sur le marché, puisque la maison du whisky donc, expertise avec Ideal Wine sur Fine Spirit Auction chaque bouteille qui est vendue sur la plateforme. Et toutes ces informations-là que vous venez de nous dire, vous les donnez. Là aussi, vous sensibilisez l'investisseur, le consommateur là-dessus. Bien sûr. Vous lui donnez l'information. Exactement. Pour chaque lot, le lot est caractérisé. Que ce soit sur le niveau de la bouteille, puisque je n'en ai pas parlé, comme on parle au lot, on parle aussi du niveau de la bouteille, de l'étiquette, est-ce qu'il y a un pack, est-ce qu'il n'y a pas de pack. Mais on parle aussi donc, de l'année de distribution, de l'année de distillation, peut-être de la mise à prix. On va aussi, donc aujourd'hui, on va un peu révolutionner Fine Spirit Auction et prendre des choses qui existaient chez Ideal Wine et qu'on va mettre sur Fine Spirit Auction, comme le système de cotation. Aujourd'hui, on va pouvoir donner à un acheteur ou à un vendeur qui vient sur Fine Spirit Auction la cote de son whisky qui dépend des anciennes ventes. Soit du prix de vente au moment de la mise au marché, donc souvent on était la maison du whisky présent à ce moment-là et on a l'information, soit des différentes ventes aux enchères qu'il y a eu depuis lors, jusqu'à la vente actuelle. Comment vous voyez le marché évoluer ces prochains mois, ces prochaines années sur cette tendance donc, du rhum qui monte, c'est ce que vous disiez, des produits français qui n'ont pas à rougir, qui commencent eux aussi à bien fonctionner auprès des investisseurs. Sur ces prix, alors oui, un peu record, vous parliez d'un prix moyen de 549 €. Voilà, comment le marché va-t-il évoluer selon vous ces prochaines années ? Le marché évolue déjà depuis qu'on se parle. En fait, aujourd'hui, le baromètre que je vous présente aujourd'hui était sur les enchères de 2021. Ouais. Sur 2022, on a déjà presque doublé. Donc les chiffres, en 3 ventes, on a fait ce qu'on avait fait quasiment en 7 ventes. Ouais. Donc on a de très belles années devant nous. Sur les catégories, en revanche, on voit que le whisky écossais reste aujourd'hui majoritaire, mais une multitude de pays arrivent avec des bouteilles. On a le Japon, bien sûr, qui aujourd'hui donc, fait face et talonne, mais on a aussi la France, où on a plus d'une centaine de distilleries de whisky. On a le rhum qui arrive donc complètement décomplexé, je vous le disais, avec de plus en plus de rareté qui arrive sur le marché. Donc on peut imaginer qu'on va passer rapidement à 25% de notre chiffre d'affaires. Et on a, comme vous le dites, le cognac et l'armagnac qui vont avoir, pour moi, une jolie part, qui sont des alcools qui sont ultra plébiscités en Amérique, en Asie, et pourquoi pas demain en France. Et là, on est sur quel prix sur l'alcool français, cognac, armagnac, justement ? Ça dépend. Tout dépend. Vous avez des petites choses qui ont été soit bien notées, soit très très rares. Vous avez des grandes marques comme aujourd'hui Louis XIII, donc Rémy Martin, qui trustent le marché avec des bouteilles qui avoisinent souvent les 1500, 3000, 5000, 15 000 € selon la rareté du flacon. Donc vous pouvez choisir une toute petite maison d'armagnac qui est encore un armagnac presque fermier, si j'ose le dire, ou vous pouvez l'acheter à 50 € et c'est un alcool qui a déjà 10, 20, 30, 50 ans. Et vous avez à la fois des marques qui sont déjà qui ont leur place et qui sont très instituées et qui peuvent tout de suite dépasser les 20 000, 30 000 €. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Certes, c'est beaucoup plus abordable que le whisky, mais il y a aussi des marques et il y a aussi donc, des prix qui sont non pas excessifs, mais qui sont assez consistants. Bon, on va terminer sur ces mots. Je rappelle aussi que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Merci beaucoup, Étienne de la Mort-Sanglière, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes responsable de la vente des raretés à la Maison du Whisky et du site donc de vente aux enchères Fine Spirit Auction, qui a fait une belle année 2021 et qui en fera une encore plus belle en 2022, si j'ai bien compris. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, location touristique ou location de longue durée, quel est le plus avantageux pour les propriétaires? Quelle formule choisir en fonction de votre lieu d'habitation, de votre bien aussi? On va faire le point avec nos invités. On passera en revue les deux possibilités, leurs avantages et leurs inconvénients. Nous accompagne aujourd'hui dans Smart Patrimoine, on le connaît bien, Arnaud Groussac, fondateur de Patrimoine Store. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Patrimoine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Grégory Rouvière nous accompagne également, patron d'agence Century 21 à Montpellier. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, merci beaucoup à tous les deux de nous accompagner. Arnaud Groussac, pourquoi cette question, elle est essentielle? Location touristique, location longue durée, il faut se la poser. Alors oui, il faut se la poser parce que c'est l'effet Airbnb qui a boosté les locations saisonnières notamment et qui a permis aux
aux gens et aux investisseurs de se dire, tiens, finalement, pourquoi on n'investirait pas tout en profitant un peu de la location quelques semaines par an. Et c'est vrai que historiquement, c'était plutôt les beaux commerciaux avec des semaines d'occupation, avec des gestionnaires qui étaient à la mode, alors principalement mer et montagne, parce que peu en ville. Mais finalement, l'essor du Airbnb a fait arriver sur le marché beaucoup de biens, a fait transformer beaucoup de biens, et beaucoup de gens se sont dit, tiens, c'est plus rentable peut-être de le louer à la semaine. Et finalement, pourquoi on ne le louerait pas à la semaine plutôt qu'à l'année et s'embêter avec un locataire longue durée. Voilà. C'est une question qu'on anticipe, qu'on se pose avant même d'acquérir son bien. Alors, nous, on le voit surtout sur les demandes, effectivement. Oui. Quand ça doit être de la courte durée, c'est souvent parce qu'on voudrait un bien au bord de la mer, par exemple, et qu'on voudrait en profiter, qu'on se tourne vers la location courte durée. Et c'est souvent cette demande-là. Donc après, il faut rationaliser l'investissement et se dire quel est l'objectif de l'investissement. Si c'est d'en profiter, oui, bien sûr, il ne va pas y avoir beaucoup d'autres alternatives. Mais il y a eu aussi un effet d'opportunité de se dire, par rapport à la zone de notre bien, alors là, pour le coup, pas forcément mer ou montagne, mais si on prend centre-ville, par exemple, c'est peut-être plus judicieux de faire à la semaine, d'avoir moins de locataires, mais de louer en façon Airbnb, parce que si on est à du Paris-Centre, du Bordeaux-Centre ou du Montpellier-Centre, on peut avoir un attrait touristique. Et ça, c'est plutôt un nouveau marché qui a créé de l'opportunité chez les investisseurs. Force est de constater qu'après le Covid, la question est toujours là, et qu'ils ont quand même pas trop loué pendant le Covid. Donc aujourd'hui, on a, depuis 2 ans maintenant, beaucoup de biens de courte durée qui sont revenus sur le marché de la longue durée. Mais ça y est, à nouveau, les investisseurs commencent à se reposer la question, surtout avec l'arrivée du plafonnement des loyers dans certaines villes, qui peut faire réfléchir sur le loyer meublé longue durée. On va en parler évidemment. Grégory Rouvière, c'est une tendance que vous aussi, vous voyez. Vous êtes dans une région, dans une ville plutôt touristique, proche de la mer aussi. La location courte durée, c'est quelque chose que vous voyez au quotidien. On le voit de plus en plus. À Montpellier, il y a 5000 appartements qui sont disponibles, dit en Airbnb, ça peut être via d'autres plateformes, via d'autres moyens. Donc aujourd'hui, il y a plus d'appartements comme ça que de chambres d'hôtel sur une ville que Montpellier. Donc c'est vraiment un phénomène qui s'est effectivement accentué. Après, il y avait aussi l'idée qu'il y avait moins de régulation. Donc on louait un petit peu comme on voulait. Ce qui est moins le cas aujourd'hui. Ce qui est de moins en moins le cas. Donc certainement, ce marché-là va être rattrapé par des régulations de la même manière que, comme on a parlé de l'encadrement des loyers. Après, il y avait une question centrale, effectivement, c'est est-ce que je veux utiliser, moi, l'appartement, ne serait-ce qu'un jour dans l'année. Si je veux y venir, moi, par exemple, on a des agences au bord de la mer, à la Grande Motte, au Grau-du-Roi. Plus souvent, c'est la résidence secondaire améliorée. En fait, on va plutôt chercher à le louer pour payer les charges et payer les frais et en profiter, plutôt que réellement d'être dans une position d'un investissement. Après, en ville, c'est un peu différent. Mais après, effectivement, on va aller chercher cette attractivité qui peut être touristique, comme vous disiez, ou à la fois des gens qui viennent travailler, qui permet de louer beaucoup. Parce que l'idée, quand on opte pour cette option-là, il faut remplir, quoi. Ça, c'est des questions que vous posez aux futurs acquéreurs, aux futurs propriétaires. Il faut forcément connaître ses besoins. Voilà, il faut que lui sache s'il a envie d'y être un petit peu, de pas du tout y être. Alors ça, c'est la question fondamentale. À partir du moment où vous voulez venir, vous ne pouvez pas mettre un locataire qui en fera sa résidence principale. Donc ça, c'est assez simple. Après, quand on a quelqu'un qui se positionne plutôt pour faire un investissement locatif, là, sans y venir, il a les deux possibilités, avec chacune qui a ses avantages et ses inconvénients. On va rentrer dans le détail justement. Arnaud Groussac, juste avant de rentrer donc, dans les avantages, les inconvénients, on va parler aussi un peu de fiscalité évidemment. Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre ? Voilà, là on est sur ces questions de prise de choix, de prise de décision, pardon. Voilà, est-ce qu'on peut commencer par la location courte durée pour au final changer d'avis, voilà. Alors, globalement, oui. Oui. Pour faire assez simple, globalement, oui. Vous avez des régimes qui vont être spécifiques à chacun, mais vous allez être abrité sous le régime du loueur meublé. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a beaucoup de logements de type Airbnb qui sont juste de la rentabilisation du logement. C'est-à-dire, vous partez 15 jours en vacances, vous louez votre résidence principale. Donc tous ces logements-là ne sont pas des logements d'investisseurs. Donc là, vous allez simplement les déclarer via une ligne sur les impôts, qui est ni plus ni moins que la taxe Airbnb, où vous allez avoir 70%, je crois, ou 14% d'abattement forfaitaire. En revanche, quand vous allez être un vrai investisseur, votre objectif est de le rentabiliser le plus longtemps possible, ce n'est pas votre résidence principale, vous allez être sous le régime du loueur meublé. Donc là, soit vous êtes en régime micro, BIC, soit vous êtes en régime réel, et vous allez amortir
tout ce que vous achetez, c'est-à-dire vous allez amortir vos murs, vous allez amortir vos meubles et vous créez ainsi des revenus nets d'impôts, sans être trop compliqué. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, si votre objectif, c'est de le louer à l'année, le régime micro ne sera pas adapté, il vaut mieux amortir. Voilà. Si votre souhait, c'est de le louer finalement que quelques semaines par an, le régime micro risque d'être plus adapté. Pourquoi ? Parce que les impôts considèrent qu'au-delà de 8 semaines d'occupation, c'est un usage personnel et donc on ne peut pas amortir. Voilà. L'amortissement peut être requalifié. Pour rester sur cette question des coûts, même on va peut-être parler même de logistique, puisque louer en Airbnb demande de la logistique aussi pour le propriétaire. Voilà. Non pas sur des questions de fiscalité, véritablement sur des questions de coûts. Vous parliez de cette question de plafonnement des loyers. Voilà, comment on fixe le prix d'une nuitée, par exemple, sur une location courte durée ? Comment on fixe le prix d'un loyer dans des zones plus ou moins tendues ? Voilà, le retour sur investissement entre ce que ça nous coûte et ce qu'on va en dégager par mois. On va, je ne sais pas, prendre par mois. Ce sera plus simple. Voilà, comment ce calcul est fait ? Est-ce que sur le papier, il y en a un qui est clairement plus avantageux que l'autre ? Alors, il n'y en a pas forcément un. Encore une fois, ça va. Je ne vais pas vous aider dans ma réponse, mais clairement, ça dépend. On ne va pas choisir aujourd'hui. Ça dépend de la zone très clairement. Aujourd'hui, sur de la ville tendue, la location longue durée va être plus avantageuse parce que moins contraignante. Oui. Aujourd'hui, quand vous voulez faire du Airbnb, donc à part de déléguer la gestion, et là vous serez mieux placé que moi pour en parler, et donc d'avoir des coûts importants en location à la semaine, vous avez l'entrée-sortie des locataires, mais vous pouvez avoir des conciergeries aussi qui vont jusqu'à référencer votre bien sur les plateformes, à gérer les dépôts de garantie, etc. Et là, ça peut coûter jusqu'à 40% à peu près du loyer. Donc le coût d'utilisation, si vous ne vous en occupez pas, est très élevé. Donc si vous voulez une simplicité de gestion, à l'année, au final, vous allez avoir moins de loyer, mais beaucoup moins de charges et beaucoup plus de stabilité, donc moins contraignant, sur lequel vous pouvez, à l'année, vous passer d'une agence. Très clairement, si vous avez un étudiant, moi c'est mon cas sur un de mes apparts, ça fait 3 ans qu'il est là, voilà, ça ne bouge pas. Sur de la location courte durée, c'est absolument pas le cas. Il faut vraiment être soit proche du bien, soit délégué. Et là, ça coûte beaucoup d'argent. Sur cette partie logistique, je vous fais rebondir là-dessus. Oui, après, ce qu'il faut rappeler aux gens qui nous regardent, c'est que le rendement, c'est-à-dire les loyers qu'on va percevoir, peu importe le moyen qu'on choisit, c'est parce qu'il y a des gens qui vont occuper l'appartement. Si l'appartement est fermé, les loyers ne rentrent pas, donc ça veut dire qu'il y aura une utilisation. Alors effectivement, si on loue à la semaine, le prix à la nuit est supérieur à la location longue durée, mais ça veut dire des rentrées et des sorties, surtout que l'utilisation actuelle et ce qui se développe de plus en plus, c'est les très courts séjours en fait. Les gens qui viennent à Montpellier, à Bordeaux ou à Lyon ou peu importe, ils viennent 2 jours, 3 jours. On n'a plus des locataires qui restent 15 jours, même au bord de la mer. Avant, on avait les juilletistes, les haussiens, c'est fini. Ça, même en pleine période, ils vont faire 3 stations balnéaires différentes dans l'été. Donc ça veut dire des rentrées, des sorties. Et ça, il faut savoir le gérer. Et donc effectivement, il y a un coût en face. Parce que ça rentre en compte évidemment aussi. C'est-à-dire que cet appartement, si on arrive à le louer que 2 mois dans l'année, c'est complètement différent. C'est pour ça que la localisation est très importante. Si on prend au bord de la mer, au mois de décembre ou de novembre, ce sera plus compliqué à louer. Si on est dans une grande ville, on va pouvoir louer un petit peu plus, mais du coup avec plus de courts séjours, c'est-à-dire de mouvement de locataires. Et puis également du coup d'usure de l'appartement, puisque quand on a des locataires qui rentrent et qui sortent en permanence comme ça fait du mouvement, quoi. Vous arrivez à faire ce calcul ? Oui, pardon. Allez-y, rebondissez. À ce que vous disiez, il y a aussi un effet dans l'investissement saisonnier qui est un effet très plaisir et du coup qui occulte la réalité économique. Nous, on le voit, il y a des clients qui nous le demandent et qui nous disent « Non, mais c'est bon, j'ai fait mes calculs, je n'ai besoin de le louer que 30 ou 32 semaines par an. » Voilà, c'est ce que j'allais vous dire sur ce calcul de combien de temps j'ai besoin de le louer pour être rentable. Quand vous êtes sur 30 ou 32 semaines, vous savez que vous n'allez pas gagner d'argent. Ouais. C'est impossible. Si vous êtes à la mer, vous allez le louer principalement si vous n'y allez pas, parce que souvent en plus ils vous disent je me le garde les 15 premiers jours d'août. S'ils enlèvent les 15 premiers jours d'août, la rentabilité n'est pas la même. Voilà, ils le gardent 2 semaines les plus rentables. Donc si vous le louez au bord de la mer, même à temps plein, de début mai à mi-octobre, ce qui est déjà beaucoup, vous êtes en dessous des 32 semaines, et pour la montagne, c'est le même effet de l'autre côté. Donc, globalement, si vous voulez avoir un investissement qui soit rationnel, il ne faut pas que vous ayez l'obligation de louer de plus de 15 à 20 semaines. Voilà, c'est déjà beaucoup, ça veut dire plus de 4 mois de location. Si vous êtes au-dessus, il y a peu de chances que vous rentabilisiez. Donc c'est pour ça qu'après, derrière, si votre souhait, c'est de l'utiliser en télétravail, par exemple, du jeudi
au lundi ou d'y aller hors période, allez-y, parce que ça répond aussi presque à une seconde résidence principale. Donc vous optimisez. Mais si votre but c'est de gagner de l'argent, vous n'en gagnerez pas si vous êtes à 30 semaines, ça c'est une certitude. Sur cette question de la réglementation, on l'a un tout petit peu abordé, donc un secteur de plus en plus réglementé, la location touristique. Qu'est-ce que ça a changé, ça, sur le marché? Qu'est-ce que ça a changé pour les propriétaires? Ça a changé la réflexion, en fait. C'était que quand on était dans un dîner avec des copains, on disait moi j'ai un locataire à l'année, j'ai un problème, j'ai eu un dégât des eaux, j'ai eu un truc, mais je ne vais pas m'embêter, je vais le mettre en location saisonnière. En plus, le prix à la nuit est beaucoup plus important, je vais gagner plus. Et puis, il n'y avait pas le poids de la réglementation, contrairement à la location annuelle qui l'est de plus en plus. Mais là, donc, arrive des lois pour contrer un peu ça, sur des obligations de se déclarer en mairie déjà, c'est la première. On ne peut pas faire ça de manière opaque maintenant. Les communes essayent de reprendre la main, en effet. Les communes essayent de reprendre la main. Après, il y a les syndics de copropriété aussi qui essayent de reprendre la main. Ce qu'on peut comprendre quand on a dans un immeuble 80% des gens qui vivent à l'année, qui vont bosser le lendemain, et les 20% d'autres qui arrivent à pas d'heure avec la valise, ça peut déranger. Et donc, d'ailleurs, vérifiez bien dans votre règlement de copropriété si vous avez le droit de louer à saisonnier. Déjà. Et ça, pour le coup, voilà, c'est des contraintes supplémentaires qui s'ajoutent à ça, quoi. Et ça change un petit peu la donne. Il y a eu vraiment un effet de mode. Même, on disait même pas je vais louer un appart, on disait je vais louer un Airbnb. On dit j'ai pris un Airbnb. La preuve de la puissance de la plateforme au passage. Mais donc voilà, là il y a des contraintes qui arrivent et qui relance un petit peu ce débat-là. Et il y a une contrainte très politique qu'on voit beaucoup sur le terrain aussi. Au-delà du côté Airbnb, c'est surtout, et on en parlait hors antenne, mais l'absence d'offres actuellement sur le marché. On a beaucoup de classes d'actifs qui disparaissent du marché, donc le neuf qui est en baisse, les maisons qu'on ne trouve plus. Et aujourd'hui, les municipalités vont aller de plus en plus à la chasse à la courte durée. Alors ça ne va pas concerner mer et montagne, parce que ça a moins une clientèle annuelle. Non, mais sur une ville comme Paris. Voilà, sur Paris, sur Bordeaux, sur Lyon, sur toutes ces villes en zone très tendue aujourd'hui où les gens n'arrivent pas à se loger, ça va être la guerre sur le saisonnier, parce qu'ils ont besoin de remettre sur le marché des logements annuels, parce que les gens n'arrivent pas à se loger. Il faut récupérer ces appartements-là et les sortir du marché des vacanciers. Est-ce que c'est pas aussi dans l'intérêt du propriétaire de le faire, ça? Alors encore une fois, ça peut l'être si il a besoin de trop le louer pour le rentabiliser, et il va y avoir, ce qu'on disait juste avant, une facilité de le remettre à l'année. Après, je vois plutôt arriver, moi, sur le saisonnier dans les grandes villes, des taxes façon logement vacant. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes un saisonnier, puisque vous êtes obligé de vous déclarer en Airbnb, notamment, vous allez avoir une taxe annuelle pour vous forcer, pour vous obliger à le remettre sur le marché traditionnel. Ce qui, dans les grandes villes tendues, n'est pas une mauvaise chose. Aujourd'hui, sur des villes comme Paris, Bordeaux, on a de toute façon pléthore d'offres d'hôtels. Vous avez quand même de quoi vous loger quand vous y allez à la nuitée. Donc, même en résidence hôtelière ou para-hôtelière, dans des résidences gérées, vous avez beaucoup d'offres. Donc, effectivement, même si on n'avait que la moitié de l'offre qui revenait sur le marché, ça ferait du bien au marché longue durée. Bon, Après, oui, 10 secondes. Alors, il y avait un élément qui était les loyers impayés. Oui. Voilà, c'est vrai que... Ça, c'est le risque. Location longue durée, c'est le risque. Les vacanciers payent d'avance, donc j'ai pas d'aléa. Après, aujourd'hui, en France, il y a moins de 3% d'impayés locatifs. Il y a des agences immobilières qui accompagnent quand même des propriétaires et qui gèrent leurs biens. Il y a des assurances loyers impayés. Au final, le risque de vide locatif, on l'a vu avec le Covid, les appartements Airbnb n'étaient pas loués. C'est peut-être plus important finalement que ce risque de loyer impayé. Que ce risque du loyer impayé qui reste anecdotique en fait. C'était bien de le préciser. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Arnaud Groussac, fondateur de Patrimoine Store. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Grégory Rouvière, patron d'agence Century 21 à Montpellier. Merci d'être venu nous voir dans le nord de la France. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, bien sûr, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain. Ciao.